c'est un lien entre les métiers et les entreprises. Notre objectif en RH, c'est presque de n'être rien, d'être une transparence qui permet aux métiers et aux personnes de se rencontrer au mieux. Et donc tout ce qu'on fait dans ce MBA, c'est travailler à la limitation du risque, que les personnes ne voient pas bien les entreprises ou que les entreprises ne voient pas bien les personnes. Qu'une entreprise ne prenne pas le bon critère de sélection pour recruter une personne et finalement recrute les mauvais et ne prenne pas les bons. Ou qu'une personne postule sur un poste qui ne lui correspond pas. Donc c'est ça l'objectif global de la fonction RH. Et un des enjeux clés qu'on aura en constante sur l'année, c'est la place de la communication. Que veulent les salariés en entreprise? C'est comprendre pourquoi ils ont une augmentation ou pas une augmentation. Et nous, ce qu'on fait dans ce MBA, c'est dire comment on explique pourquoi il y a eu augmentation ou pas, en faisant le lien avec la notion de contribution-rétribution. Comment je mets en place ma politique de rémunération. Combien je paye? Là, je parle de combien je gagne. Et dans ce que je gagne, combien je dépense pour mes coûts. Donc dans ce qui me reste, je fais quoi? Je donne combien aux salariés, je donne combien à l'investissement, je donne combien aux actionnaires. On parle de choses concrètes. Et quand vous dites, tiens, toi, tu es à tant de K euros, c'est parce que ton poste rapporte tant et que sur ce que tu gagnes, on peut te donner tant. On donne des réponses concrètes. On fait de la communication, mais ce n'est pas du pipeau. C'est pas oui, il faut tout ce qu'on parle. Si on explique pourquoi on n'est pas augmenté. On explique pourquoi on est promu, pourquoi tu es augmenté. On explique pourquoi on n'est pas recruté. On donne des outils opérationnels de communication entre l'ARH, le management dans ses responsabilités RH, les salariés et les candidats. Le risque RH, ça parle à tout le monde. Et le risque RH avec l'ESA, ça va plus loin. Le risque RH, dès qu'on pense risque RH, on pense risques psychosociaux, risque erreur de paye, peut-être contrôle URSSAF, erreur de compta, déclaration sociale mal faite, on va penser dépassement des heures sup, non paiement des heures supplémentaires, non décompte des jours de congé. Voilà, on va penser au risque un peu classique, risque bien sûr de contentieux. Donc tous ces risques, on les voit. Tous ces éléments, on va les voir. Comment on gère un contentieux? Pour info, dans ma carrière et dans la carrière des personnes qui vont intervenir, mais je parle surtout, je vois bien ce que j'ai fait mieux que ce que font mes camarades professeurs qui seront avec moi pour ce MBA. En fait, moi j'ai dû superviser, j'ai dû lire des centaines de dossiers de contentieux, les structurations. Mon père était avocat en droit du travail pendant 43 ans, et là il profite de sa retraite, un truc que nous on verra peut-être pas. Et on parle beaucoup du droit du travail, de comment il a vécu, comment le droit s'organise. Tout de suite, c'est quoi? Chaque fois qu'on prend un dossier, le moindre contentieux conflit avec un salarié ou quoi que ce soit, on repart à zéro même si on connaît l'affaire. Il y a toujours expertise du cas. Ensuite, on réfléchit toujours avec tous les acteurs et on fait de la politique. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir, en fait, la décision légalement c'est ça, mais quel est l'impact si on la prend et quel est le deuxième impact? Et on va prendre une décision, donc expertise, réflexion, décision, qui doit toujours prendre en compte tous ces éléments. Et quand on prend la décision, on n'en prend qu'une et on la maintient. Et donc en réalité, vous voyez, rien que sur ça, on prendra des cas concrets d'analyse, des cas concrets d'études, des dossiers simples sur, finalement, le plus grand problème, c'est pas quand le salarié est là, c'est quand il part et qu'il demande de se faire repayer toutes ses heures supplémentaires. D'où l'importance de mettre en place une gestion de l'administration du personnel carrée au début. Parce que quand la personne part en contentieux et qu'elle se fait repayer toutes ses heures sup, plus qu'en réalité on est condamné pour avoir fait du travail dissimulé, etc., en fait on se rend compte que d'avoir un sens de la maîtrise des risques, d'être un peu embêtant, d'être un peu dans l'administratif, et en fait c'était absolument fondamental. Et pareil dans la maîtrise des risques, on peut passer au slide après, c'est que la première chose, l'ARH, c'est le risque de mauvaise allocation des ressources, c'est de ne pas mettre à disposition du patron les bonnes compétences, c'est de ne pas être capable de pourvoir les postes. Rôle central du recrutement, de la fiche de poste, être formé à rédiger une fiche de poste efficace qui permet de faire une annonce qui attire les bonnes candidatures. Comment est-il possible qu'aujourd'hui, on trouve ça normal, que quand on envoie une candidature, on n'ait pas de réponse? Non mais on est chez les dingues. Quand tu demandes un crédit chez CTLM pour avoir 2000 € pour t'acheter une armoire, quand on te dit oui ou non, on te répond, et tu as un service réclamation qui te répond. Pour un crédit conso. Bravo, magnifique cet élève. Et alors en RH, tu engages ta vie, tu envoies un CV, on ne te répond pas.
un des premiers enjeux de la RH, c'est de mettre en relation les postes à pourvoir et les personnes. Et tout ce travail, en fait, on le fait ensemble parce qu'en fait, on y croit. Et en fait, c'est faisable. Eh bien, il faut déjà travailler bien sur la fiche de poste. C'est quoi les questions qu'on pose en entretien et pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui demandent c'est quoi vos 3 qualités, vos 3 défauts? Et on va faire de la docimologie ensemble sur cette session sur les problématiques de recrutement et de gestion de carrière. La docimologie, ça vient du latin, docere, éduquer. C'est la science de l'éducation. C'est la science de l'évaluation. Pourquoi on pose quelles questions? Pourquoi telle mise en situation? Comment on détermine que quelqu'un a de l'écoute ou de l'esprit d'équipe? Voilà, on verra déjà sur ce risque-là aussi. C'est la capacité à comprendre les personnes pour les mettre en face des bons postes. Et juste en dessous, parce que ça c'est un risque hyper traditionnel. Depuis Sun Tzu, depuis un des livres qu'on a utilisé pour construire le MBA, c'est les modalités de recrutement à l'époque des Spartiates. Comment on rentrait dans la garde des 300 à l'époque de Sparte? Il y a des vrais critères. Il y avait des vraies modalités de sélection. Et en plus, elles sont décrites par un auteur, justement, du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est génial de voir comment les méthodes de sélection étaient encadrées. Pareil, Machiavel, il a écrit L'art de la guerre, il n'y a pas que Sun Tzu qui l'a écrit. Et il explique les modalités de sélection et de formation. Il y a des trucs concrets. Puis vous en faites pas, on ne parlera pas que des bouquins d'avant-avant. Mathusalem, bien sûr, viendra faire une petite intervention. Mais sinon, on travaillera aussi avec tous les bouquins actuels de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On travaillera sur, bien sûr, tous les ouvrages actuels. Et donc, un des risques clés sur lesquels on travaillera aujourd'hui, c'est le data management. Vous connaîtrez tous, et vous pourrez tous en entreprise mettre en place, la notion de RGPD. Le RGPD, c'est quoi ce truc dont tout le monde parle? Mais c'est quoi? Il y a 88 pages. Le traité commence à la 31e page. L'article clé, c'est le 5e. C'est l'article 5. Et l'article 6, qui résume tous les concepts. Et pour résumer, qui explique pourquoi tout candidat aujourd'hui a le droit de faire un procès à une entreprise qui ne lui explique pas pourquoi il n'est pas retenu. Parce qu'à chaque fois qu'on se donne des données, et bien en fait, les données que vous êtes en train de collecter sur moi là, si vous voulez vous en servir d'une certaine façon, il faudrait me dire que vous les avez, ces données, et recueillir mon consentement. Et je le sais que vous les avez, je suis venu pour vous parler d'un MBA RH. Vous vous parler d'un MBA risque RH. Et bien, bien sûr, quand vous allez partir, vous allez faire des commentaires. Mais oui, c'est le jeu. D'une certaine façon, c'est implicite. Mais quand un candidat il envoie ses données et qu'il n'a pas de réponse, ben c'est non conforme au RGPD. On donne du lien au RGPD. Quand on fait un entretien de gestion de carrière, quand un salarié va dans une formation et qu'à la fin il donne son avis sur la formation, ben il faudrait cadrer d'un point de vue RGPD. Protection de ses données. Tu parles que si tu signes et que c'était ton manager qui faisait la formation et que tu dis qu'elle était nulle, il vaut mieux avoir un truc RGPD qui dit que dans tes évaluations, on n'utilisera pas le non-satisfecit que tu as exprimé vis-à-vis de ton manager formateur. Mais c'est compliqué d'écrire ça, parce qu'en fait, le manager, il va peut-être le prendre personnellement. Donc il faut anonymiser les retours sur les formations, par exemple. Qui a accès à quelles données quand tu fais un entretien d'évaluation annuel? Pourquoi les gens ils signent en bas du document? Il faut donner du sens RGPD. Bah, tu signes, c'est pas pour dire que tu es d'accord. La signature, c'est j'ai pris connaissance des données qui sont dans ce document et je sais comment elles sont utilisées par rapport à la politique de gestion des données de l'entreprise. Ça doit être écrit dans les documents de gestion de carrière. Donc voilà, on donne du sens aux nouveaux enjeux, encore une fois, concrètement. Et sachez, on a un petit truc particulier aussi, c'est qu'on est passionné de data, de big data et tout ça, et qu'on travaillera sur les grands enjeux du matching de façon ultra concrète. Comment on transforme un discours déstructuré, ce qu'on est en train d'avoir, en des data exploitables. Et on vous dira pourquoi aujourd'hui le matching RH ça ne marche pas. Tout simplement parce que c'est pour un poste, par rapport à un métier, par rapport à une fonction, par rapport à une mission. C'est quoi l'ancienneté? L'ancienneté dans le poste, depuis que tu es né. C'est quoi l'adresse? C'est l'adresse où tu habites ou l'adresse de ton travail. Et donc en fait les catégories de données RH déjà elles sont bazardeuses. Donc tant qu'on ne s'entend pas sur un dictionnaire des catégories de données ça ne va pas. Et je ne vous raconte pas les modalités d'évaluation. Sur LinkedIn, on est tous un peu intéressés par la modalité de matching et les postes qu'on nous propose. C'est toujours assez divertissant. Mais je ne vous raconte pas dans les entreprises comme c'est drôle aussi. Pourtant, chez Amazon, alors vous tapez un bouquin qui vous intéresse, il y en a 50 qui sortent et qui sont bons. Comment c'est possible qu'on ait un tel décalage entre le data management RH et le data management des objets? Ça, on en parlera aussi. Dans la banque et dans l'assurance, il y a des obligations réglementaires qui pèsent en matière de connaissance de ses salariés. Mais vous imaginez qu'il faut une obligation réglementaire pour dire il faut connaître vos salariés? Mais l'entreprise devrait connaître ses salariés, précisément, y avoir une base qui référence les choses que savent faire ses salariés pour leur proposer les bons postes. On prendra des exemples justement là-dessus, c'est la data.
c'est la capacité à stocker de la data fiable, et pas de la data molle, où tout le monde est sympa, tout le monde est beau, genre sur LinkedIn, où il n'y a que des recommandations positives. Il faut coter les gens de 0 à 5 peut-être, sur certaines compétences. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va pouvoir dire, telle personne, il a fait telle formation. On a la data cochée, la formation à la maîtrise des risques, elle est faite. Donc, j'ai une data, j'ai une politique qui est conforme aux exigences réglementaires. Et c'est pour ça, encore une fois, que le fait de travailler dans le cadre École supérieure d'assurance et de travailler sur le risque RH est une opportunité exceptionnelle de ne pas être que dans le risque administratif, mais d'être dans la performance, dans l'amour, dans l'attention aux gens. C'est pas normal qu'on n'ait pas des datas fiables sur les personnes de son entreprise. Et que quand on a un nouveau poste qui s'ouvre, on ne trouve pas les ressources qu'on a en interne. Donc on va travailler sur des choses concrètes, aussi bien sur les anciens risques, finalement ce qu'on avait dit avant, c'est-à-dire que la fonction RH, c'est se faire rencontrer les gens, les métiers. Et deuxièmement, c'est tous les nouveaux risques, et notamment liés à la data, à la digitalisation, aux pratiques, au RGPD, à tous les nouveaux concepts. Et donc, pour conclure, 2 slides. Premier, c'est que le risque, c'est une méthodologie. En fait, il faut enlever la notion de risque, tout ça, la banque, c'est universel. C'est que toute personne qui travaille, que vous ouvriez une sandwicherie, que vous montiez un club de foot, quoi que ce soit, il faut s'organiser. Ce que demande la méthodologie du risque de l'assurance et de la banque, c'est de s'organiser. C'est de lister les activités qu'on a, de les documenter, d'identifier les risques liés à ces activités et de mettre en place des contrôles pour éviter que les risques se manifestent. C'est pas de l'assurance, c'est pas de la banque, c'est du bon sens. Simplement, du fait des obligations réglementaires qui pèsent sur l'assurance et la banque, eh bien en fait il y a tout un dispositif méthodologique qui a été mis en place. Quand je suis devenu responsable du risque RH de BNP Paribas, on m'a donné 5 procédures. Tout était fait, j'avais plus qu'à lire et à remplir des cases. Ça a pris du temps, c'était du travail, mais la banque, et maintenant l'assurance, nous donne les moyens de travailler là-dessus. Et donc en suivant un MBA risque RH, vous bénéficiez d'une méthodologie de travail sur les ressources humaines qui permet justement de maîtriser les risques et d'en manifester la performance. Donc voilà, pour terminer, c'est ce que je vous ai dit tout au début. Les obligations réglementaires de la banque et de l'assurance, c'est vraiment une formidable opportunité d'éthique et de performance. Parce que ça nous demande de nous poser la question de ce qu'on fait, de comment on le fait, et de mettre en place des indicateurs finalement. Parce qu'un indicateur de risque, plus il y a de risques, c'est des chiffres. Bon, j'ai eu combien de contentieux? J'ai eu combien d'erreurs de paye? J'ai eu combien de recrutements ratés? C'est-à-dire des gens qui partent dans les 3 mois. J'ai eu combien de postes non pourvus? En fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est parler des indicateurs de performance de la fonction RH, qui sont la clé de voûte du dispositif d'ensemble que l'on verra à travers 10 sessions qui vont effectivement de l'administration du personnel, qui est en fait l'expression humble du data management hyper fashion que maintenant tout le monde évoque, parce que c'est là où il y a toutes les données RH, jusqu'à la politique de gestion des talents et de mise en place de séminaires sympathiques avec du coaching qui fait également partie de la fonction RH. Donc ce qu'on fera ensemble avec ce MBA, c'est travailler sur les grands thèmes de la fonction RH et sur les grandes réalités opérationnelles, grâce à quoi? Un cadre méthodologique que nous offrent les obligations réglementaires de la banque et de l'assurance. Donc c'est pour ça que nous, je termine par le premier mot que j'ai dit, quand on commence ce MBA, qui est notre MBA, avec une indépendance intellectuelle totale, on n'a pas à faire ce que la sociologie nous demande ou la psychologie du travail nous demande, mais on se sert avec grand bonheur de ce que la sociologie et la psychologie du travail nous proposent. En fait, quand on fait ce MBA, on y croit à fond et on espère que ça vous servira pour soit être des managers plus performants, soit des RH qui diffusent des pratiques plus performantes en interne, avec quoi? Des outils concrets. Donc l'école, très rapidement, l'école elle a presque 40 ans, elle est née en 1980, c'était les courtiers, les agents généraux qui ont voulu se différencier et qui n'ont pas voulu rester sous la tutelle donc, de la FFA, la Fédération Française des Assurances. Dans la formation à distance, on a travaillé sur 2 diplômes RH. Alors pourquoi la RH? Justement, comme nous travaillons uniquement avec des RH, avec des formateurs, avec des gens qui suivent des alternants, il nous paraissait complètement légitime de commencer à travailler sur la RH. Et en plus, je dirais qu'on a commencé par le Copenben, comme ce diplôme est en cours d'homologation au répertoire national des certifications professionnelles, c'est-à-dire qu'il va devenir facilement finançable. Et la RH, pour nous, c'était quelque chose de naturel. En fait, il y a une vraie
il y a un vrai fil rouge à l'ESA. On ne se met pas à faire des formations RH tout d'un coup parce qu'on s'est dit, tiens, il y a un nouveau marché qui s'ouvre. On a commencé par faire des formations en assurance. Et puis, il y a une dizaine d'années, on s'est lancé dans le risque. L'ESA, c'est vraiment spécialisé dans le risque en tant qu'école. C'est-à-dire qu'on a un MBA part-time en risque, on a ce titre de niveau 1, manager des risques et des assurances de l'entreprise, on a le même manager des risques à distance, on a les blocs de compétences pour obtenir le titre, et le MBA part-time. Donc vraiment, on a pris une culture risque à l'ESA depuis un certain nombre d'années. Les assurances, on est arrivé au risque. Et maintenant, avec l'aide d'Antoine et d'Humanis, on se dit que le risque, c'est bien gentil, mais le risque humain, finalement, est sans doute le risque le plus fluctuant, le plus sensible, le plus impactant pour une entreprise. Et surtout, une fois que l'entreprise a eu un risk manager qui s'est occupé d'auditer, de cartographier, de transférer ces risques classiques à l'assurance, la perte d'exploitation, enfin toute cette partie-là, risque financier, mais le risque humain, c'est difficilement transférable à l'assurance. Enfin, c'est d'ailleurs pas transférable à l'assurance. Donc, ce MBA est arrivé avec cette idée de risque humain, risque dans les fonctions RH et managériales. Et finalement, le fil rouge, j'y va jusqu'au MBA Comp & Ben, parce qu'on s'est quand même posé la question de comment l'ESA pouvait faire le grand écart entre l'assurance et le Comp & Ben. Alors la réponse était 1, dès lors qu'on fait de la stratégie des rémunérations, on se met à parler quand même de prévoyance, on se met quand même à parler d'assurance, on se met à parler de retraite, donc ça a quand même du lien avec l'assurance. Mais l'indemnité de fin de carrière. Voilà, toute cette partie-là, d'indemnité différée. Mais notre risque humain, finalement, il nous emmène jusqu'au MBA Comp & Ben, parce que ça fait partie des compétences RH un peu poussées et pointues. Vous avez toute la documentation qui vous sera donnée de manière à ce que vous puissiez accéder à peu près aux informations sur lesquelles vous allez échanger. Et c'est dans l'échange que vous allez vous enrichir, et c'est dans l'échange que vous allez grandir, et c'est dans l'échange où vous allez avoir les recettes qui vous permettront de dire « j'ai ce diplôme, ok, mais j'ai surtout la possibilité d'utiliser les recettes que l'on m'a données. » Et ça, c'est tout à fait dans l'esprit d'Antoine. Et donc, vous verrez que l'organisation telle qu'on l'a mise en place, elle correspond à cette vision, c'est-à-dire une profession féminisée, une profession où on n'a pas beaucoup de temps, et donc il faut aller à l'essentiel, mais l'essentiel, on va le concentrer sur une vingtaine de jours à peu près de formation. Alors, ce qui compte, c'est passer de la connaissance à la compétence. Et on est assuré, chez Forcea DESA depuis 10 ans, plus de 10 ans, que la compétence, c'est difficile à transmettre à distance. Donc toutes nos formations en blended learning, elles ont toujours marché sur 2 pieds, la formation à distance et les regroupements. Toutes nos formations, elles ont des regroupements réguliers. Si on parle des 3 diplômes Bac plus 5, les étudiants viennent tous les trimestres pendant une semaine et ils savent qu'au moment où ils viennent en regroupement, ils auront eu à travailler telle phase de cours et il faut qu'ils arrivent en ayant travaillé ces cours parce que les compétences, elles vont être acquises par cas pratique, méthodologie, atelier. Et le 3e pilier dont je parle, et dont j'ai vraiment envie de parler chez nous, chez Forcea DESA, c'est vraiment important, finalement c'est en lien avec le risque humain, le risque de la déshumanisation de la formation à distance. Pour nous, c'est essentiel qu'il y ait un vrai lien humain de vous, apprenants, avec nous, centre de formation, et que vous puissiez à tout moment avoir un référent, alors qui bien sûr les référents formateurs, mais pas seulement, que vous ayez un référent pédagogique qui c'est en plus des formateurs, que vous pouvez appeler dès que vous avez des questions, dès que vous avez des inquiétudes, dès que vous êtes coincé sur un cours, dès que la motivation est en berne, dès que il va falloir que j'ai pas le temps pendant le mois qui vient pour travailler, comment est-ce que je m'organise pour être prêt pour le regroupement. Et donc ça, en l'occurrence, vous avez un référent pédagogique. En l'occurrence, pour les formations RH, c'est Delphine qui est ici, et qui est ce référent-là. Donc vraiment, pour nous, un tabouret, ça a 3 pieds. Alors, ceux-là, ils en ont 4, tant pis. Voilà, c'est pas grave. Mais formation partie à distance, les ateliers et le suivi, le coaching pédagogique.
On pourrait rajouter le quatrième pied qui est finalement la communauté que vous faites avec les autres membres de votre promotion. Donc il y avait bien 4 pieds. Donc il y a bien un quatrième pied. Celui-là, finalement, on sait très bien quand vous venez en regroupement, finalement, par rapport à une formation présentielle qui est plus lourde en termes de formation présentielle et donc qui a aussi des contraintes. Quand on est en formation présentielle tout le temps, la synergie dans une promotion, elle n'est pas forcément toujours excellente. On s'agace assez vite des gens avec qui on est au quotidien. Quand on se voit une fois par mois, finalement on tire le meilleur de ces rencontres-là. Et pour nous c'est très important aussi de voir qu'il y a une vraie communauté d'étudiants, mais il y a une vraie émulation, parce que les compétences, et le transfert de compétences, il se fait avec les formateurs et il se fait aussi entre pairs. Clairement, vous n'avez pas le même background, vous n'avez pas les mêmes expériences professionnelles, et vous êtes là pour vous enrichir mutuellement aussi au moment des ateliers. Donc j'ai bien les 4 pieds, en l'occurrence. Formation RH, on a décidé, donc on a ces 2 MBA, le Companben qu'on a déjà fait l'année dernière et qui recommence en janvier. Vous, ce nouveau MBA là, on a décidé d'une structure un peu, alors, ils sont plus légers que nos autres formations en termes d'heures, donc déjà ça peut vous rassurer sur comment vous allez pouvoir tout concilier. On est sur 250-300 heures de formation, ateliers compris. Donc 300 heures de formation, et puis on a choisi ce rythme-là très régulier de 2 jours par mois. Pourquoi cette idée-là? C'est que finalement, les ateliers, comme chaque module est bien segmenté, finalement, vous savez ce que vous avez à travailler pour le mois suivant. Et c'était la même chose pour le Companben. Il y avait tel module pour l'atelier, voilà ce que vous avez à travailler, puis vous allez avancer d'atelier en atelier de cette façon-là. Ça permet de se voir de façon assez régulière, mais pas trop, 2 jours par mois, un vendredi et samedi. C'est relativement compatible avec une vie professionnelle finalement si vous avez un vendredi à poser dans le mois. Vous aurez un triple diplôme. Vous aurez le titre de niveau 1, manager des risques et des assurances de l'entreprise, option risque humain, le MBA risque dans les fonctions ressources humaines et managériales et le European MBA. Et ça permet donc de faire un bon usage du dispositif CPF. En effet, si vous avez des heures CPF, ce que je pense, comme tout à chacun, que vous n'avez pas encore utilisé, que vous pouvez mobiliser pour ce diplôme, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut faire des demandes de prise en charge auprès de vos OPCA sur ce diplôme MBA par le biais de votre CPF, que ce soit un CPF accompagné par l'entreprise, c'est-à-dire que vous en parlez à votre entreprise et que vous faites un montage avec l'entreprise, ou que ce soit un CPF autonome, c'est-à-dire que vous faites la demande directement auprès de votre OPCA. Normalement, depuis le 1er janvier 2015, vous avez reçu un courrier de vos ressources humaines, donc peut-être que c'est vous qui les avez faits, donnant vos nombres d'heures de DIF et demandant à créer votre espace personnel sur mon compte formation.gouv.fr, qui devient maintenant mon compte activité.gouv.fr. Et donc c'est Delphine qui est là, qui va s'occuper de Delphine, qui est la responsable des formations RH à distance pour les arts, et qui s'occupe aussi bien des montages de dossiers de financement, que ensuite toute la partie accompagnement pédagogique et lien avec les formateurs, lien avec vous, et qui sera ce pivot. Voilà.